mesdames, messieurs, bonsoir. L'usage des apprentissages en distanciel est croissant depuis les débuts d'Internet, mais on observe une utilisation massive depuis le 15 mars 2020, date du début du confinement lié au Covid-19. Afin de faire face à cette situation exceptionnelle et pour assurer la continuité pédagogique, chacun, apprenant et enseignant, ont dû rapidement s'adapter, pour certains à des nouveaux modes d'enseignement et pour d'autres à s'approprier de nouveaux outils technologiques et numériques. Le travail en distanciel renvoie à de nombreux dispositifs d'apprentissage. En quoi peut-il s'adapter à une grande diversité d'apprenants? Je vous propose des éléments de réponse avec nos reporters sur le terrain. Qu'appelle-t-on travail en distanciel? L'adjectif distanciel qualifie un enseignement qui est dispensé à distance par le biais de nouvelles technologies. Ainsi, les supports de cours sont envoyés par email ou déposés sur une plateforme. Les explications orales sont faites par visioconférence et même les examens sont à faire chez soi. A l'inverse, le présentiel qualifie un enseignement en présence, c'est-à-dire où les élèves étudiants ou apprenants et l'enseignant sont ensemble dans une même salle de cours. Un enseignement distanciel peut être synchrone, cela signifie que les apprenants et l'enseignant communiquent en temps réel sur des plages horaires définies. Ils se retrouvent en visioconférence ou sur des chats en ligne au même moment, mais il peut également être asynchrone. Dans ce cas, il n'y a pas de créneau commun. Les échanges d'informations se déroulent sur des forums ou par email, ce qui ne nécessite pas que tout le monde soit connecté en même temps. Avant le confinement, je n'utilisais pas le mode distanciel. À chaque rentrée, je demandais les adresses mail des parents afin de pouvoir communiquer avec eux, leur transmettre des informations importantes, leur envoyer les travaux d'élèves. Lors de cette rentrée post-confinement, j'ai accentué auprès des parents le fait d'avoir leur adresse mail et que celle-ci fonctionne correctement. Les mails sont un complément du mythique cahier de liaison que l'élève remplit au fur et à mesure de l'année et qui reste selon moi le moyen d'échange privilégié entre l'école et les parents. Certains élèves rencontraient des difficultés pour se concentrer et travailler en étant à la maison. Pour d'autres, déjà autonomes et rigoureux pour leur âge, il était facile de travailler même en n'étant pas en classe dans les conditions de travail habituelles. Cependant, les enfants avaient hâte de retourner à l'école pour retrouver leurs copains, copines, pour se voir en vrai. J'appréciais énormément mettre en place des travaux de groupe entre élèves, car pour moi l'apprentissage entre pairs est primordial et très efficace. Malheureusement, pendant ces mois de confinement, j'ai dû modifier mes séances et favoriser le travail en individuel, étant donné les circonstances. Certains parents n'avaient pas compris que le travail donné représentait le travail total d'une journée de classe. Je leur ai donc expliqué que le travail que je leur transmettais par mail ne pouvait pas être terminé en 20 minutes par leurs enfants. Cependant, certains enfants concentrés et studieux finissaient le travail le matin et ensuite ils étaient contents de pouvoir profiter de leur maison, faire du bricolage, du jardinage, cuisiner, jouer. J'ai également reçu des mails me faisant part d'une relation difficile entre certains parents et leurs enfants. Concernant le travail, les parents étaient vite dépassés et impatients quand ils n'arrivaient pas à mettre leur enfant au travail, lorsqu'ils ne comprenaient pas certaines notions. La pédagogie est selon moi un art qui ne s'apprend pas en quelques semaines. Je communiquais donc par mail avec les parents. Les débuts ont été assez compliqués pour pouvoir correspondre avec chacun d'entre eux. Je me suis déplacée sur le lieu de travail d'un parent pour pouvoir récupérer une adresse mail et j'ai également téléphoné à des parents qui ne répondaient pas aux mails. Je préparais un planning à la journée avec les différentes activités, le travail demandé et toutes les explications pour les parents. Tous les documents étaient également mis en pièces jointes. J'ai proposé différentes modalités de travail, de l'écrit, du travail sur des logiciels internet, des vidéos, de la lecture, etc. Chaque soir, j'envoyais toutes les corrections par mail, ainsi que le travail à faire pour le lendemain, afin de permettre aux parents d'imprimer les documents à l'avance. Pour les parents n'ayant pas d'imprimante, nous imprimions le travail à l'école pour une semaine. Et un jour par semaine, la directrice faisait une permanence à l'école pour la distribution du travail photocopié. J'ai également fait 2 classes virtuelles, mais avec les CE1 en classe entière, la gestion du temps de parole était vraiment compliquée. Si c'était à refaire, je diviserais la classe virtuelle en plus petits groupes, même si cela prend énormément de temps.
À l'école primaire, le distanciel n'a pas été une affaire évidente pour assurer la continuité pédagogique pendant cette période de confinement. Les enseignants communiquaient avec leurs élèves, mais via leurs parents. Les enfants ne sont pas indépendants face aux nouveaux moyens numériques de communication. En effet, un élève de primaire n'est pas autonome face à Internet, à un ordinateur ou bien une plateforme de cours en ligne. Cette modalité distancielle est donc bien particulière et requiert pour l'utiliser et travailler une certaine autonomie et assiduité, pas encore acquise chez les élèves de primaire et encore moins chez les élèves de maternelle. Le problème ne vient pas des supports pédagogiques, mais réellement de l'incapacité des jeunes apprenants à travailler en continu avec cette modalité distancielle. Selon l'article scientifique Différencier l'apprentissage à distance, paru dans le magazine scientifique TOS Cursus, les professeurs des écoles ont dû réadapter leur scénario pédagogique et repenser la gestion des interactions, du rythme, des activités afin de s'adapter à cette nouvelle modalité d'apprentissage. D'autant plus qu'il est bien plus difficile d'improviser une nouvelle activité à distance que durant un cours présentiel lorsque celui-ci ne se déroule pas comme prévu. Concernant cette modalité de travail, des bénéfices majeurs sont à noter pour l'enfant. La possibilité d'organiser son temps de travail et son emploi du temps, le respect de la chronobiologie de l'enfant, l'émergence de nouvelles activités originales par les enseignants afin de motiver leurs élèves. Néanmoins, des inconvénients majeurs nous indiquent que le distanciel ne pourrait pas être utilisable sur le long terme avec des enfants de maternelle et de primaire. La présence physique de l'enseignant est primordiale pour expliquer, répondre aux interrogations des élèves. Via les mails, l'enseignant était obligé d'écrire toutes les consignes, les explications qu'il disait habituellement à l'oral. Le manque de matériel numérique dans les familles impacte la continuité pédagogique. Les problèmes rencontrés par les parents, ainsi que les difficultés pour aider leurs enfants dans les tâches scolaires, par exemple à cause du télétravail ou lors d'une non-compréhension des consignes. Les inégalités scolaires se sont creusées, notamment à cause du manque d'assiduité et le besoin d'un cadre scolaire pour les apprentissages. Cela a entraîné le décrochage scolaire d'une grande part des élèves. Pour l'enseignant, ce mode de travail requiert également un temps de préparation et de travail très important. Avant le confinement, en BTS, en enseignement supérieur, on avait déjà l'habitude de communiquer directement avec les étudiants, d'échanger avec eux sur des retours d'évaluation, enfin de production qu'ils devaient nous rendre. Et on communiquait vraiment très facilement, de manière individuelle avec eux. Le bilan qu'on peut faire, c'est qu'en fait, tous les élèves n'avaient pas forcément les bons outils et la bonne connexion Internet pendant le confinement, et que dans l'ensemble, ils étaient surchargés de travail. Mais par rapport aux outils précisément, je pense qu'ils ont apprécié d'utiliser un seul et même outil. On utilisait surtout Office 365 et précisément Teams. Dans le confinement, j'ai profité pour faire une visio avec seulement un petit groupe pour bien leur expliquer certains points sur lesquels ils avaient eu du mal. Ils ont apprécié, c'est vrai que c'était sympathique parce que bon, comme ils n'étaient pas nombreux, ils pouvaient allumer leur caméra, on se voyait, ça créait un peu de convivialité, ce qui manquait quand même beaucoup pendant le confinement. Vous avez donc découvert d'autres outils de plateformes numériques, Microsoft Teams. Est-ce que vous le connaissiez avant ce système? Alors, outil numérique. avant le confinement, non, je ne connaissais pas Teams. J'utilisais le Drive, mais pas Teams. Et j'avoue que pendant le confinement, je n'ai pas utilisé Teams parce que je ne savais pas m'en servir. Et parce que j'arrivais à gérer les choses sans avoir recours à cet outil, Teams. Et donc j'ai découvert les fonctionnalités de Teams après le confinement puisqu'on a eu quelques formations. Moi je n'ai pas créé de vidéo où je me suis filmée parce que étant maman de jeunes enfants, très jeunes enfants, il fallait évidemment trouver ce temps-là et réussir à tout gérer dans la journée. Donc je n'ai pas pu le faire. Pour terminer, c'est que en fait, les étudiants, s'ils ne répondent pas, on ne peut rien imposer en fait. Donc certains travaillaient,
Certains ne répondaient plus du tout. Il y a eu un gros décrochage en fait à partir des vacances de Pâques. Voilà. Manque de motivation, ce qui peut se comprendre, hein, et donc un gros décrochage. Voilà. Je reste convaincue qu'un enseignant doit être devant sa classe, même s'ils sont masqués, on voit à travers leurs yeux s'ils ont compris, si ça les intéresse. On repère un malaise éventuel, on repère un décrochage d'attention et ça permet quand même de vivre le cours et de le transmettre de manière beaucoup plus dynamique et eux de mieux le recevoir. Effectivement, la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, ainsi que l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations préconisent l'usage du numérique. Il est précisé que ce dernier doit permettre une pédagogie active, réactive et interactive entre les étudiants, mais aussi entre les étudiants et leur équipe pédagogique. Pendant le confinement, les enseignants n'ont donc pas énormément changé leur méthode d'apprentissage en distanciel. Les cours et les sources nécessaires sont déposés en amont sur les plateformes en ligne. Les devoirs et les corrections sont échangés par email. Seule différence, l'utilisation de la classe virtuelle comme outil d'échange entre les étudiants avec leurs enseignants, tels que Moodle, Microsoft Teams ou l'application Zoom. La richesse de la pédagogie de l'apprentissage mixte offre des outils supplémentaires et permet d'étendre le champ des dispositifs pédagogiques que l'enseignant peut mobiliser. Selon l'article « À distance du présentiel, la présence du distanciel », paru dans la revue scientifique Kern, il s'agit de proposer un apprentissage visant des compétences qui renvoient à la motivation de l'étudiant, à son mode de relation avec le monde extérieur et avec lui-même. Le goût de l'initiative, de l'autonomie, de la persévérance et de la rigueur. Il s'agit de rendre l'étudiant acteur de la planification de ses apprentissages, mais aussi d'identifier les difficultés en personnalisant son parcours. L'enseignant peut ainsi visualiser les différents profils avec les erreurs récurrentes et ainsi proposer des retours personnalisés. Et même si les enseignants ont trouvé cette phase de confinement pédagogiquement intéressant, ils ont dû effectivement s'adapter aux outils numériques et imaginer d'autres manières d'évaluer les étudiants. Finalement, ces éléments conduiront au développement chez l'enseignant de nouvelles compétences professionnelles. Il faut également penser à proposer aux enseignants et aux formateurs des outils garantissant une motivation à faire apprendre aux autres. Même si globalement l'enseignement à distance dans l'enseignement supérieur pendant ce confinement est une réussite, et même si cela peut conduire à faire évoluer certaines pratiques pédagogiques, la part du présentiel est primordiale pour véritablement évaluer les acquisitions et valider les compétences des individus. C'est le rôle de l'ingénieur pédagogique de proposer, suivant la demande des enseignants, des plateformes, des e-learning qui assureront cette continuité pédagogique par le distanciel. Malheureusement, pour que tout ce dispositif s'améliore, il serait bon à souhaiter que les enseignants soient plus réactifs dans leurs demandes. Les ingénieurs pédagogiques sont des fonctions support et en fait, on n'a pas la même temporalité. En effet, en étant plus réactif, l'enseignement à distance sera mieux perçu et par la même occasion mieux apporté. De plus, il faudrait que l'enseignant et l'ingénieur pédagogique soient dès le départ d'accord sur le service et la définition du service, afin que l'ingénieur pédagogique ne perde pas de temps à expliquer les concepts qu'il veut apporter à l'enseignant. En effet, avant le confinement du Covid-19, les ingénieurs pédagogiques étaient essentiellement en interaction avec les enseignants sensibles à la démarche d'innovation pédagogique et d'ingénierie pédagogique. Avec le confinement, une communauté enseignante de l'enseignement supérieur s'est rendu compte de l'utilité que pouvait avoir un ingénieur pédagogique pour l'évolution et surtout pour cette approche outil. Alors plateforme de ressources comme plateforme pédagogique Moodle par exemple. Et donc ils ont découvert aussi notre utilité à se dire ben voilà comment je peux mettre en place un enseignement à distance. Hop, l'ingénieur pédagogique lui est vraiment compétent. Après moi je répondais beaucoup à la demande, donc c'était vraiment au cas par cas, mais je faisais beaucoup des formations.
Donc je mettais en place une petite formation d'1 heure, à dire les possibilités de Moodle par exemple, ou alors je réponds aux questions sous forme de webinaire, et surtout je mettais des petits tutos, alors par les relais des tutos du service du SIAM, mais également aussi des vidéos, en fait des screenshots que je mettais à disposition des enseignants. Donc c'était vraiment de la formation, mais au cas par cas, sur besoin et sur demande. L'ingénierie pédagogique est donc une solution en distanciel pour beaucoup d'enseignants. Mais quels sont les pour et contre du distanciel ? Que ce soit pour l'apprenant ou l'enseignant, il existera toujours des avantages et des inconvénients en distanciel. Certains seront plus pour le présentiel, d'autres plus pour le distanciel. Alors, concernant les avantages, les apprenants avouent que ce mode permet plus de flexibilité. Grâce à celui-ci, il est alors plus facile de choisir à quel moment on est le plus disponible pour étudier. Par conséquent, il est adapté au rythme de chaque apprenant. Les apprenants n'ont alors plus besoin de se conformer à des horaires et sont plus libres dans leur temps d'apprentissage. Quant à eux, les enseignants affirment qu'il y a beaucoup plus de suivi en individuel et qu'ils peuvent donc créer plus de liens avec certains étudiants suivant la demande. Cependant, dans un apprentissage, il est essentiel de se retrouver en interaction. Effectivement, nous n'apprenons pas tout seuls. Ainsi, le distanciel peut créer un sentiment d'isolement. Pour les plus jeunes, rencontrant des problèmes d'autodiscipline, ce mode d'enseignement peut entraîner un décrochage scolaire, par manque d'engagement du jeune à suivre et terminer une formation en ligne. Il peut aussi impacter la santé. En effet, les apprenants suivant une formation en ligne passent énormément de temps sur un écran, ce qui peut entraîner de la fatigue visuelle, la survenue de mauvaises postures ou d'autres problèmes physiques qui peuvent affecter l'apprenant. Concernant les enseignants, mal informés sur ce mode d'enseignement et oubliant l'utilité des ingénieurs pédagogiques, ceux-ci sont souvent à se former aux outils numériques dans l'urgence et en autodidacte. Selon l'article « Comment associer efficacement cours traditionnels et e-learning » paru dans la revue scientifique The Conversation, les élèves peuvent s'entraîner, identifier leurs points forts et leurs points faibles, effectuer des exercices complémentaires ou des autotests, échanger sur des difficultés via des forums. Cette autonomie pendant le distanciel de l'étudiant permet également de renforcer le statut de l'erreur. Il peut se tromper, relire une partie de cours, recommencer sans se sentir en échec. Nos expériences empiriques ainsi que quelques références théoriques démontrent que la crise du Covid-19 impose aujourd'hui aux enseignants de repenser leurs pratiques pédagogiques. Ils se doivent de modifier celles déjà existantes, de réfléchir à de nouvelles méthodes et d'utiliser diverses formes d'apprentissage mixte basées sur du travail en présentiel et en distanciel. Demain, pour l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut. Je remercie la rédaction et mon équipe la plus proche pour son professionnalisme, Agathe, Clara et Stéphanie. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Donc voilà les conditions, j'ai pas de chauffage chez moi et je suis rendue à devoir bosser dans la voiture et on arrête parce qu'on n'a plus de batterie sur nos portables. Vous vous rendez compte? Le besoin de vacances peut-être, hein? On a été éjectés des classes quoi. Il y en a un qui sont encore en classe, nous on est dehors dans la voiture. Alors nous sommes lundi matin, il est 7h05. Je suis prête à aller travailler au centre de loisirs de Langueux avec les 3-5 ans. Voilà, ça va être une semaine assez intense je pense. Et puis il y a tous les cours pour la fac à bosser à côté. On va essayer de s'organiser. Je viens aussi d'apprendre que mon père est positif. Je dois donc faire un test pour savoir si je suis positive. Mon boulot étudiant est fini alors qu'il me restait 2 jours parce que je n'ai pas le droit d'aller au travail. Mais on reste positif et on essaie de donner le meilleur. Bon courage à tous pour ce confinement. Donc voilà, vidéo pour le petit bêtisier. Faut savoir que je suis en playback depuis tout à l'heure.
que j'utilise un ustensile de cuisine pour faire une petite interview, que on vient d'apprendre qu'on est confiné, que je dois tout recommencer parce que j'ai perdu tout mon logiciel qui a bugué avec le numérique. Mais c'est le problème des outils numériques et d'internet. Donc voilà, et là je vais aller promener mon chien. Le travail est terminé, nous allons pouvoir le rendre et le déposer sur Moodle. Non, parce qu'il va y avoir un bêtisier. Ah, c'est vrai.